Éviter que le variant Omicron grippe l'économie, c'est l'un des objectifs du gouvernement. Et pour cela, il pourrait revoir la durée d'isolement des cas contacts. Aujourd'hui, de 17 jours pour les personnes vivant sous le même toit qu'un contaminé au variant Omicron. L'exécutif pourrait la réduire pour éviter une paralysie du pays. Mais face à l'explosion des cas, le durcissement de certaines restrictions est sur la table. Nous avons un mur devant nous qui est d'ailleurs d'abord le Delta, et Omicron qui arrive de façon très certaine. Donc même si aujourd'hui nous ne connaissons pas ses conséquences sur la réanimation et l'hospitalisation, nous devons anticiper et nous prémunir d'une catastrophe sanitaire sur ce point-là. Pour la soirée de la Saint-Sylvestre, 2 options seraient sur la table. Un couvre-feu comme l'année dernière, mais aussi la fermeture des bars et restaurants en extérieur. La vente de nourriture et d'alcool seront interdites sur la voie publique et les feux d'artifice sont annulés comme l'avait annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. Alors que l'opposition avait demandé à repousser la rentrée des classes, le sujet sera discuté mais peu probable que les vacances soient prolongées. Il faut que ces écoles puissent rester ouvertes et que ce soit le dernier recours que de les fermer. Le pass sanitaire en entreprise n'est pas encore écarté et pourrait être discuté. Un super pass ou un pass sanitaire plus. Cette nouvelle mesure impliquerait l'obligation de tests récents, en plus du pass sanitaire pour certains lieux à forte contamination. Toutes ces pistes seront étudiées et discutées cet après-midi en Conseil de défense sanitaire. Avec nous sur ce plateau, le chef du service politique de BFM TV, Philippe Corbet. Bonjour Philippe. Où est-ce qu'on en est ce matin, sans faire de la politique fiction? Est-ce qu'on sait déjà s'il y a certaines mesures qui sont actées et qui seront prises? Alors, par définition, à cette heure-ci, rien n'est acté puisque les réunions importantes doivent se tenir cet après-midi. Conseil de défense sanitaire 16h, Conseil de ministres 17h. Et même les réunions préparatoires à ce Conseil de défense sanitaire n'ont pas encore eu lieu. Donc rien n'est acté à ce stade. Ce qu'on peut dire, c'est que parmi les hypothèses qui ont été évoquées ces derniers jours, parmi les pistes qui ont été évoquées, la piste d'un report de la rentrée scolaire souhaitée par exemple par Valérie Pécresse, candidate des Républicains, évoquée par de nombreux médecins. Ce qu'on nous dit, c'est que cette piste est peu probable et a priori donc n'aura pas lieu, va être a priori écartée, sauf surprise, il n'y aura pas de report de la rentrée scolaire. Même chose, a été évoquée l'hypothèse d'un couvre-feu le 31 décembre, le soir de la Saint-Sylvestre. On sait que beaucoup de festivités ont déjà été annulées, mais un couvre-feu qui empêcherait les gens, par exemple, d'aller au restaurant ou dans des bars le soir du 31 décembre, on nous dit qu'à ce stade, cette hypothèse n'est pas retenue. Mais là aussi, restons prudents parce que dans les prochaines heures, c'est tout l'objet du Conseil de défense sanitaire, ils vont évaluer les derniers chiffres et prendre des décisions en conséquence. Mais a priori, ces 2 hypothèses-là sont écartées. Après, il y a de nombreux sujets qui sont sur la table. La question du port du masque en extérieur. On sait que des pays européens ont rétabli l'obligation du port du masque en extérieur. Ça, c'est une hypothèse. Il y a l'hypothèse aussi, la question du nombre de jours d'isolement pour les cas contacts. Et ça, c'est un vrai problème très important. Pour résumer, on va avoir dans les prochains jours des centaines de milliers de cas par jour du Covid. Et donc des centaines de milliers, voire parfois peut-être même des millions de cas contacts. Ça va désorganiser totalement la société française, des pans entiers de l'économie, mais des pans entiers aussi du fonctionnement du pays, c'est-à-dire que la police, l'école, les services publics, l'hôpital. Et donc il va falloir peut-être adapter cette durée d'isolement des cas contacts, ou alors dans 15 jours, le pays sera dans une sorte d'embolie. Donc ça, c'est une question importante à trancher aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne va pas vers des restrictions très fermes. De ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'on ne va pas vers des couvre-feux, vers des restrictions très fermes pour le 31 en tout cas. On va attendre les décisions cet après-midi, mais a priori, il n'y a pas aujourd'hui de mise en place de confinement, de couvre-feu majeur qui changerait fondamentalement les règles, le fonctionnement du pays, ou par exemple des cafés, des restaurants. A priori, à ce stade, cette option-là, plus dure, entre guillemets, telle que l'ont prise les Néerlandais ou les Belges, n'est pas retenue par le gouvernement. Avec nous sur ce plateau, le professeur Jean-Louis Teboul, bonjour. Bonjour. Et William Tay, président du think tank Le Millénaire. Merci tous les deux d'être avec nous ce matin. On entendait Philippe Corbet dire couvre-feu écarté pour l'instant, en tout cas a priori. Pas de report de la rentrée scolaire a priori sur la table, même si les choses peuvent évoluer dans la journée. Ça vous paraît suffisant, Jean-Louis Teboul ? On va voir ce qui va être décidé. Moi, je vois les choses en dichotomie. Il y a 2 choses à faire, à mon sens. C'est diminuer les formes graves parce qu'il y aurait un afflux dans les services de réanimation. Et là, nous avons, par définition, par essence, l'impossibilité d'augmenter la capacité des lits de réanimation. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est naturellement la vaccination qui va le permettre, parce que ce virus, on le dit moins dangereux, c'est possible. Il ne sera pas moins dangereux chez les personnes non vaccinées. Il sera probablement aussi dangereux que les autres variants. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, limiter, freiner
les contaminations. Freiner les contaminations se fait aussi par la vaccination, et en particulier la dose de rappel, parce que ça freine aussi. Il ne faut pas croire que ça l'empêche pas, mais ça la freine. Et puis, voir si on peut freiner d'une autre façon. Et ça, ce freinage, pourquoi important? Parce que là, pour le coup, ça risque de plomber toute la vie sociale et professionnelle. Et donc, vous voyez, il y a ces deux choses. La vaccination fait les deux, fera les deux. Donc ça, il faut absolument accélérer sur la dose de rappel, accélérer sur la durée, la limite, l'espace-temps, si vous voulez, entre la dernière dose reçue et puis la dose de rappel. Il faut accélérer la vaccination, y compris des enfants, à mon sens. Et le reste, c'est les mesures barrières dont on a parlé largement et qu'il faut amplifier et notamment scrupuleusement respecter dans cette période-là. C'est l'un des autres sujets qui pourrait, pour compléter ce que vous disiez, qui pourrait ressortir du Conseil de défense cet après-midi. Le rappel aujourd'hui, il est désormais de 4 mois, c'est-à-dire qu'on peut faire sa dose de rappel après 4 mois après sa deuxième dose. Ça pourrait passer à 3 mois. Il y a eu un avis de la Haute Autorité de Santé vendredi en ce sens, et ça pourrait être un aspect important. Ça veut dire mécaniquement que des millions de Français se retrouveraient disponibles pour la dose de rappel immédiatement. Ça veut dire qu'il y a urgence, c'est ce que vous nous dites. Noël a été plus ou moins épargné. On parle ce soir d'un couvre-feu pour le 31 décembre. William, est-ce qu'on peut dire que Noël a été plus ou moins sauvé, quitte à sacrifier le 31 décembre, le réveillon? Pour l'instant, je pense qu'on essaie de sauver les deux. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron avait fait une promesse lors de son discours du 2 juillet qui a introduit le pass sanitaire. C'est si vous vous faites vacciner, vous aurez un retour à la vie qui est presque normal. Or, c'est un peu faux pour l'instant. Pour l'instant, c'est un peu faux, mais on a pour l'instant une vie presque normale. Quand on regarde les différents indicateurs sur le plan sanitaire, on sait qu'on suit la même courbe que le Royaume-Uni avec 2 à 3 semaines d'écart. Ce qu'on observe, c'est qu'on a une augmentation exponentielle du nombre de cas. Ensuite, on a une augmentation qui est légère du nombre d'admissions dans les hôpitaux. Par contre, sur les nombres d'admissions dans les hôpitaux en situation critique et en réanimation, ça monte beaucoup moins vite. Et c'est pour l'instant les chiffres qu'on a. Et Emmanuel Macron doit prendre des décisions à la lumière de ces chiffres. Et donc, pour l'instant, la situation est inquiétante, mais n'est pas catastrophique. Ensuite, après, sur le deuxième plan, c'est que ce qu'on voit sur les différentes vagues Delta et Omicron, c'est que Omicron touche principalement des vaccinés et conduit à des non-vaccinés à entrer dans soins critiques. Mais par cas, les vaccinés, même s'ils sont touchés, ne vont pas encore en soins critiques totalement. Et donc, du coup, il faut mettre le paquet sur la question de la vaccination. Et puis enfin, il y a un troisième point qui est politique, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron doit essayer de ne pas casser la reprise économique. Et par cas, la politique a un effet grandement psychologique. Si par cas il fait une annonce qui est très forte et donc qui inquiète les Français pour respecter davantage les gestes barrières, il peut casser la reprise économique, décourager la consommation et l'investissement. Et donc du coup, il doit prendre une mesure qui doit être juste et proportionnée à la lumière des éléments qu'on a. Et pour l'instant, les éléments qu'on a n'indiquent pas que nous allons vers une saturation des hôpitaux dans les 2 à 3 prochaines semaines. Oui, on a vu les chiffres s'afficher, je ne sais pas si on peut les revoir, avec 700 cas pour 100 000 habitants, c'est le taux d'incidence aujourd'hui, 712, 8% le taux de positivité, 8% des tests aujourd'hui qui sortent positifs et une tension hospitalière qui est à 64%. Jean-Louis Teboul, est-ce que l'hôpital tient à ce stade? L'hôpital tient à ce stade, oui, on essaye de tenir, malgré les difficultés, parce qu'on a aussi, nous, des personnes contaminées, des soignants contaminés, ce qui nous oblige à être beaucoup plus encore... et on est un peu comme des acrobates avec, vous savez, essayer de maintenir les assiettes qui tournent autour des tiges. C'est très difficile parce que les plannings sont déjà posés et il faut les maintenir parce que sinon on ne pourra pas garder les lits ouverts. Éventuellement se poser la question de rappeler des personnels contaminés mais positifs mais asymptomatiques, ça c'est sur la table également. Donc on tient encore, mais je voulais quand même dire quelque chose. Attention à l'interprétation des chiffres en Grande-Bretagne. Oui. Parce qu'en Grande-Bretagne, ils ont moins d'hospitalisations et moins de cas graves, mais ils sont beaucoup plus vaccinés en termes de doses de rappel. La population est la même, 68 millions en gros de Français et au Royaume-Uni. 10 millions de plus de doses de rappel en Grande-Bretagne. Donc, ils sont plus protégés en termes de doses de rappel et par conséquent, attention, n'extrapolons pas tout à fait les chiffres à la France. Les non-vaccinés, encore une fois, et ceux dont la dose de rappel n'a pas encore été faite alors qu'ils seraient éligibles, eh bien, sont aussi menacés quand même. Hein. Vous voyez, donc on n'a pas... Ça veut dire qu'il faut attendre janvier. On se berce un peu d'idées sur le modèle britannique parce qu'ils sont en avance sur nous aussi sur la dose de rappel. 10 millions, c'est pareil. Vous partiez sur nos voisins européens. On rappelle que la Belgique vient de fermer les lieux culturels. On est en liaison Skype avec Loïc Bonnet. Loïc, vous êtes le président de l'association des théâtres privés en région et directeur du théâtre de Rouen. La Belgique vient de fermer ses lieux culturels. Il peut y avoir éventuellement une décision de couvre-feu, en tout cas c'est sur la table pour le 31 décembre, par le gouvernement. Quelle est votre réaction ce matin? Bonjour.
Ma réaction, c'est que j'attends avec impatience, comme tout le monde, que M. Macron nous parle. Ça serait une catastrophe, bien évidemment, pour nous. Vous vous en doutez, vous parliez tout à l'heure de la relance économique. Pour les théâtres et les cinémas, surtout pour les théâtres, c'est un jour extraordinaire. C'est-à-dire que certains théâtres font 10, 15, 20% de leur chiffre d'affaires annuel avec le 31 décembre. Et encore une fois, c'est vrai que j'ai l'impression de répéter toujours et constamment cette phrase, mais on est dans toutes les enquêtes européennes, tout en bas de la liste des lieux pas contaminants. Donc s'il y a bien un lieu à maintenir ouvert le 31, c'est un théâtre où il y a le pass sanitaire, le masque, le gel, on ne le quitte pas. On n'est pas dans un restaurant où on va quitter le masque pour festoyer, on est dans un théâtre où on va voir une pièce pour rire, un one-man show, pour vibrer, pour avoir de l'émotion. C'est vraiment très important ça à préciser. Je ne comprends pas, et personne ne comprend d'ailleurs dans le milieu culturel français, pourquoi la Belgique a fait ça. C'est-à-dire qu'ils ont maintenu les restaurants et les bars ouverts, là où on retire le masque, ils ont fermé les lieux où on le garde. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas se poser cette question-là. Il faut demander à l'exécutif de maintenir nos lieux ouverts. Vraiment, vous verriez la joie que les gens ont à sortir. Ça ne concerne que 5% de la population. 5% de la population vont au théâtre. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, en termes de flux de population, on n'est pas non plus sur des chiffres extraordinaires. Mais par contre, en apport social, c'est extraordinaire l'apport que l'on apporte aux gens en termes de joie. Vous entendez les mots que vous avez déferlante, terrible. Enfin, on n'entend que ça toute la journée. Eh ben, venez au théâtre, vous allez voir, vous allez rire et dans un lieu sûr. Loïc on aimerait Bonnet, beaucoup. Restez avec nous. Juste, on va demander à Jean-Louis Teboul votre avis en tant que professionnel de la santé. La fermeture des restaurants et pas la fermeture des lieux culturels, ça a un sens au niveau de la propagation du virus ? Si on est maximaliste, oui, ça a un sens, si vous voulez. Plus on ferme, moins le virus se dissémine. Bon, maintenant, il faut trouver un bon sens aussi. Il faut trouver un caractère raisonnable. Et encore une fois, moi, je suis de ceux qui pensent que respecter scrupuleusement les gestes barrières, d'une part, mais scrupuleusement pour l'Omicron encore plus que pour les autres variants, et puis aussi accélérer sur la vaccination, c'est vraiment, et la dose de rappel, encore une fois, Grande-Bretagne, ils sont à 32 millions, nous on est très fiers de nos 22 millions, mais ils sont à 32 millions hier de doses de rappel, et c'est le meilleur moyen, de diminuer la transmission, et même si on l'annule pas encore une fois, et d'éviter... Effectivement, c'est ça. On voit aussi des gens vaccinés qui, en ce moment, sortent positifs au test. J'ai juste une question à Loïc Bonnet avant de vous quitter. Vous êtes favorable à cette idée de super pass, c'est-à-dire pour aller au théâtre ou pour aller, par exemple, dans une discothèque si elle rouvrait, ou dans des gros concerts, avoir à la fois le pass sanitaire ou le pass vaccinal, plus un test récent pour être sûr de ne pas être positif, si c'est le prix à payer ? Avant de répondre à votre question, je ne suis pas pour la fermeture des bars et des restaurants. C'est juste que c'est plus contaminant que nos lieux. C'était une précision. Bien sûr que non, je ne suis pas pour le super pass, en tout cas dans les lieux de culture. S'ils mettent le super pass en place dans les cinémas et les théâtres, on ferme. On ne va pas payer une place de spectacle plus un test pour venir au théâtre et au cinéma dans un lieu qui n'est pas contaminant. Les discothèques, c'est autre chose. On parle encore de lieux où on danse, on se rapproche, on boit, on quitte les masques. Vraiment, il ne faut pas tout mélanger et tout comparer. Mais le super pass... Dans les théâtres, je peux vous dire que tous les lieux vont fermer, ça c'est sûr. Et une dernière chose, il y a quelques mois, on parlait et on comparait le nombre de morts. On faisait le décompte des morts. Aujourd'hui, on fait le décompte des cas. Enfin, encore une fois, je suis un citoyen comme tout le monde. Je suis directeur d'un théâtre, je suis le président d'une association, mais je suis aussi un citoyen. Et j'ai l'impression que, on a changé les règles du jeu. Il y a quelques mois, on comptait les morts. Aujourd'hui, on compte les cas. Est-ce que ces cas vont se transformer, et c'est la question que vous posez depuis ce matin, vont se transformer en réanimation? Pour l'instant, c'est pas ce qui se passe. Et on a compris effectivement qu'on n'avait pas la réponse encore à cette question et qu'il faudrait probablement attendre encore quelques semaines. C'est ce que nous disait Jean-Louis Teboul. 100 000 contaminations avant-hier, 28 000 nouvelles contaminations hier. Et cette conséquence de la mise à l'isolement, c'est que le nombre d'arrêts maladie explose parce qu'il faut s'isoler parfois jusqu'à 17 jours en cas de Omicron, 42 000 arrêts de travail dans une période de fête où déjà beaucoup de salariés avaient posé des congés. C'est le casse-tête des DRH, des services de ressources humaines des entreprises. Avec nous en Skype, Benoît Serre, vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH, le DRH de L'Oréal France. Comment on s'organise dans cette période de fête, sachant qu'il y a déjà beaucoup de salariés qui ont posé des vacances et là désormais il faut jongler avec les arrêts maladie? Bonjour. Écoutez, on prend acte du fait qu'effectivement
On a un nombre d'arrêts maladie qui monte. Alors pour le moment, on s'en rend pas beaucoup compte parce que beaucoup de gens sont en congé d'une part. Et puis ça n'a pas beaucoup d'impact sur l'organisation parce qu'on est organisé comme une période de vacances. Donc on sait qu'on a beaucoup d'absences. La difficulté, ça va être d'essayer d'anticiper au maximum la situation à la rentrée, donc le 2 ou 3 janvier après les congés. Benoît Serre, on parle d'assouplir les règles d'isolement. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui serait cas contact et qui pourrait faire un test et qui serait négatif pour éventuellement revenir travailler. Vous êtes DRH, vous acceptez qu'un cas contact revienne au bureau ? Dès lors qu'il peut me produire un test négatif avec la période de preuve qui est suffisante entre les deux, qu'ont expliqué les autorités scientifiques, moi, ça ne me pose pas de difficulté majeure. Le problème qu'on a, c'est plutôt qu'on risque d'avoir une multiplication de cas contacts et de gens qui doivent se faire tester, je crois, 2 fois avant de rejoindre au bout de 3 jours. La complexité, elle vient de là. Elle vient du fait que ce sont des absences qui ne sont pas prévisibles d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elles sont de la veille pour le lendemain. Lorsque vous avez des absences prévisibles, on s'en sort. Mais la difficulté, elle vient plus de là. Alors, nous, on suit ce que nous dit l'autorité sanitaire. L'autorité sanitaire nous dit quelqu'un qui est cas contact, qui se fait tester 1 fois, puis 2 fois, et on constate qu'il est négatif, il peut revenir travailler. Dans ce cas-là, il peut revenir travailler. Voilà. Il y a un risque économique pour les entreprises dans cette situation au mois de janvier ? Il y a d'abord un risque sanitaire pour les collaborateurs. Mais c'est évident que si on a une multiplication comme ça d'absences imprévues dans des proportions énormes, parce que on imagine, si vous avez 100 000 cas par jour, en imaginant 10 cas contacts, ça fait 1 million de personnes qui sont arrêtées. Pas en arrêt de travail, mais au moins en absence. Ça fait des chiffres absolument considérables qui nécessairement percutent votre organisation. Alors qu'on est une grande entreprise, avec beaucoup de monde, vous arrivez à peu près à jouer sur le volume d'effectifs. Mais lorsque vous êtes une petite entreprise, c'est une catastrophe parce qu'il suffit qu'il leur manque 10 ou 20% de leur effectif et elles ne tournent plus. Maintenant, nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est plutôt comment on va faire pour protéger nos collaborateurs confrontés à cette nouvelle vague qui semble d'une violence inouïe, même s'il semblerait que les cas graves soient moins fréquents. Et Benoît Serre, il y a aussi un autre arrêt de travail dans les arrêts de travail. Il y a ceux qui concernent les enfants, les congés maladie que l'on pose pour ces enfants. À ce titre, en tant que DRH, est-ce que vous êtes pour le report de la rentrée scolaire plus tard que le 3 janvier ? Est-ce que ça pourrait faire qu'il y ait moins d'arrêts maladie, d'arrêts de travail ? C'est difficile pour moi de vous donner un avis pour ou contre parce que je n'ai pas les informations sanitaires qui vont avec. C'est vrai que lorsqu'une classe ferme, on l'a vu là depuis 1 mois et demi, lorsqu'une classe ferme, la personne est absente, le temps de se réorganiser. Est-ce que de là à décaler l'école, vous savez, si vous décalez la rentrée, les gens sont encore plus absents parce qu'ils n'ont pas de solution pour garder leurs enfants. Si on la décale pendant 15 jours, c'est encore pire. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une solution qui résolve le problème. Merci à vous, Benoît Serre, d'avoir été en direct avec nous. Le Conseil de défense est donc prévu à 16h tout à l'heure. On suivra tout cela sur BFM TV. On sent que le gouvernement est sur un fil. On va continuer d'en parler jusqu'à l'annonce de ces décisions. Et puis on en vient à l'arrestation du fugitif de la prison d'Osny. Ce détenu qui avait simulé une tentative de suicide mardi dernier, eh bien ce fugitif, il a été retrouvé. Il avait profité de son transfert à l'hôpital pour s'enfuir. Mélanie Bertrand, bonjour. Vous nous avez rejoint. Il a donc été interpellé en Allemagne, ce fugitif, avec sa complice. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va revenir en France à terme? Alors déjà, sur l'arrestation, c'est la fin de 5 jours de cavale pour cet homme, vous le disiez, qui s'était évadé mardi dernier. Il avait profité effectivement de son transfert à l'hôpital parce que dans sa cellule, il avait simulé une tentative de suicide. Il avait donc été transféré à l'hôpital, aux urgences de l'hôpital de Pontoise. Et c'est là que sa compagne, sa complice présumée, l'attendait avec un autre homme. Elle n'avait pas hésité à faire feu sur un surveillant pénitentiaire qui avait eu la vie sauve avec son gilet pare-balles, qui avait été tout de même blessé au dos, et ils avaient pris la fuite tous les trois, et c'est donc le couple seulement. On ne sait pas ce qui est arrivé au troisième homme, mais le couple a été interpellé hier après-midi, tout près de Düsseldorf, sur la commune de Werkberg. Ça se trouve tout près de la frontière néerlandaise. Ils étaient à ce moment-là dans un fourgon immatriculé en France, peut-être le fourgon qui a servi à leur évasion, on ne le sait pas encore. Ils avaient avec eux un fusil armé avec plusieurs cartouches, et ce sont les services d'intervention de la police allemande qui a procédé à leur interpellation. Comment les policiers
policiers sont remontés jusqu'à eux. C'est la police, la PJ de Versailles qui était saisie de l'enquête avec l'appui de la Brigade nationale de recherche des fugitifs. Et en fait, ils ont pu être rapidement localisés grâce à un gros travail d'investigation sur leur téléphonie et aussi sur les réseaux sociaux de la jeune femme qui apparemment était très active dessus. Ils ont donc été interpellés hier. Pour l'instant, ils sont toujours en Allemagne. Ça va être aux autorités allemandes de décider du timing pour leur extradition, mais ça ne devrait pas poser de problème. L'enquête, de toute façon, elle est ouverte en France pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et évasion en bande organisée. Une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Pontoise et donc c'est très naturellement qu'il devrait regagner la France dans les prochains jours ou prochaines semaines. Dans les prochains jours pour l'extradition vers la France. Donc après ces 5 jours de cavale. Merci Mélanie Bertrand. Bonjour Wilfried Fonck. Merci d'être avec nous en direct. Soulagement pour vous de voir que ce détenu a été arrêté ? C'est à la fois un soulagement et une satisfaction, notamment vis-à-vis de notre collègue qui était blessé par arme à feu, puisque effectivement la personne qui a ouvert le feu sur lui va pouvoir rendre des comptes à la justice. On le voit, les transferts de détenus sont toujours des moments très, très sensibles pour les agents pénitentiaires. Ce sont des moments où la sécurité est encore trop fragile ? Disons qu'en termes d'évasion, 95% des évasions sont liées soit à un non-retour de permission ou soit à une extraction notamment médicale. Parce que sur ces extractions en milieu hospitalier, il faut savoir que malheureusement, un individu comme par exemple celui de la maison d'arrêt d'Osny, lorsqu'il est emmené au tribunal par les personnels pénitentiaires sont armés et lorsqu'il va à l'hôpital, les personnels pénitentiaires ne sont pas armés. Alors est-ce qu'il est moins dangereux quand il va au tribunal ou quand il va à l'hôpital? Finalement, la dangerosité, en tout cas pour l'UFAP, reste la même. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la question de l'armement des personnels sur l'ensemble des missions d'extraction se pose, mais derrière, il y a aussi d'autres responsabilités, notamment politiques, qui viennent aussi sur la table, notamment dans le déploiement et les moyens qui vont être remis par le ministère de la Justice au niveau des équipes locales de sécurité pénitentiaire. Justement, Wilfried Fonck, pardon. Au moment de cette évasion, il était accompagné de 3 surveillants. Est-ce que c'est un problème de moyens? Est-ce qu'il faut renforcer justement les moyens, notamment quand il y a un transfert de prisonniers, notamment de la prison à l'hôpital? En tout cas, en termes d'escorte, effectivement, vous aviez la présence de 3 personnels, mais 3 personnels non armés. D'autre part, lorsque ce type d'individu, qui était quand même en procédure criminelle, donc c'est pas rien, fait l'objet d'une extraction médicale, il doit normalement y avoir un renfort assuré par les forces de sécurité intérieure. Malheureusement, aujourd'hui, les forces de sécurité intérieure se détournent de cette obligation-là, avec quelque part le silence d'une administration pénitentiaire qui cautionne un peu ce type d'activité. On parlait de l'épidémie, Wilfried Fonck, elle frappe aussi les prisons. On a appris hier l'existence d'un énorme cluster au centre pénitentiaire de Perpignan, une centaine de cas, dont 80 détenus, des personnels aussi touchés. Ça s'est propagé à toute la prison. Est-ce que vous vous attendez à ce que ces cas se répètent dans différentes institutions pénitentiaires ? Il est évident que dès lors qu'on a affaire à une énième vague de la Covid-19, on sait très bien qu'à un moment ou à un autre, dès que le virus va rentrer dans un établissement, malheureusement, il se diffuse comme une traînée de poudre. Donc sur ce point-là, on n'a pas de chiffre global pour le moment communiqué par l'administration pénitentiaire ou par le ministère, mais en tout cas, on n'est pas dupe. On sait très bien que le virus circule au sein des établissements et qu'effectivement, derrière, il va falloir mettre en place des protocoles sanitaires un peu plus restrictifs pour éviter que cette épidémie tourne au drame. Ouais. Quel est l'état de la vaccination des détenus et des personnels? Est-ce qu'on sait si les taux de vaccination sont suffisants dans les prisons aujourd'hui? En tout cas, on n'a pas de chiffres. En tout cas, au niveau des personnels, l'UFAP part du principe que c'est de la responsabilité individuelle de chacun de se faire vacciner ou pas. Voilà, chacun prend ses responsabilités là-dessus. Au niveau de la population pénale, on n'a pas de chiffres, en tout cas, sur ce sujet-là. Alors, en tout cas, la dernière réunion qu'on avait pu avoir avec le ministère là-dessus, c'était quand même pas aussi étendu que ce que l'aurait souhaité l'administration, mais les choses se font petit à petit.
Merci Wilfried Fonck d'avoir été avec nous. Merci Mélanie Bertrand d'être venue nous parler de cette arrestation du fugitif de la prison d'Osny. D'ailleurs, une petite précision à ce sujet. Oui, 2 chiffres à donner simplement pour éclairer sur ces fameuses évasions qui peuvent se produire lors d'extractions médicales. La chancellerie nous donne ces chiffres. En 2020, il y a eu un peu plus de 54 000 extractions médicales. Ça veut dire de détenus qui sont transférés à l'hôpital pour y être soignés. Et seulement 2 évasions qui sont tout de même évidemment regrettables, mais c'est pour relativiser. Et en 2021, l'année est presque terminée. On est pour l'instant à 8 évasions lors de ces extractions médicales. Ce sont des chiffres fournis par la chancellerie il y a quelques jours. Merci Mélanie Bertrand. Tout de suite le temps. C'est l'heure du Live Toussaint et pourquoi pas de changer de vie. N'attendez plus, devenez conseiller immobilier. IAD, ça fait du bien à l'immobilier. Votre programme avec Samsung Galaxy Entreprise Edition. La solution de mobilité tout en un pour votre organisation. Et tout de suite la météo, il pleut, mais il fait très doux. Retrouvez la météo avec les portes blindées Torchman Metal. Regardez la météo avec IAD. Vous ne changerez pas la température, mais vous pouvez changer de vie en devenant conseiller immobilier. IAD, ça fait du bien à l'immobilier. Bonjour Loïc Rivière, c'est le retour de la pluie aujourd'hui. Difficile de passer à côté, effectivement, difficile de passer entre les gouttes. Ici, notamment du côté de la place de la Comédie à Montpellier, mais la pluie ne fait que passer. On devrait retrouver de plus en plus d'éclaircies sur ce secteur cet après-midi. Alors c'est tout de même une perturbation assez active qui circule, qui va traverser quasiment toutes nos régions aujourd'hui. Elle arrive par l'ouest et on va la retrouver en direction de l'Italie et de la Suisse cet après-midi. La voici, cette fameuse perturbation. Difficile de distinguer nos régions sous cette couverture nuageuse, avec donc parfois quelques coups de tonnerre, notamment le long des Pyrénées, et de bonnes intensités de pluie en direction de l'ouest du Massif central. Là, on pourrait cumuler jusqu'à 3 semaines de précipitations par endroit. Dans le courant de cet après-midi, les pluies les plus régulières vont monter vers le nord de la Seine. On va les retrouver le long des reliefs de l'Est également, avec pas mal de vent, un vent de sud-ouest assez présent, et une limite pluie-neige qui va peu à peu remonter aux alentours des 1600 mètres cet après-midi. À l'arrière, sur une bonne moitié ouest, on va retrouver un ciel de traîne assez actif, avec de bonnes rafales de vent, un bon coup de vent notamment sur la façade atlantique en soirée jusqu'à 80 voire 100 km/h en allant de la Vendée jusqu'à la Gironde. De nouvelles pluies vont arriver dans le sud de la Bretagne, mais on devrait quand même distinguer un peu plus d'éclaircies sur les bords de Seine et du Languedoc au Roussillon pour cet après-midi. Température toujours bien au-dessus des moyennes de saison, un minimum de 6 degrés à Grenoble, mais 13 degrés à Paris, à La Rochelle, même température à Limoges, 16 à Toulouse. Jusqu'à 17 degrés, notamment à Perpignan. Un coup d'œil rapide pour les jours qui viennent. Demain, même programme, sensiblement. Ce sera encore du copier-coller bien humide pour mercredi. Ce sera un peu mieux dégagé tout de même sur les régions du sud. Les températures seront très élevées, avec souvent une quinzaine de degrés pour la fin de la semaine. Et enfin, le retour de belles éclaircies ce vendredi pour terminer l'année en beauté. C'était la météo avec les portes blindées Torchman Metal. C'était la météo avec IAD. Que le temps soit clair ou couvert, vous pouvez toujours changer de vie en devenant conseiller immobilier. IAD, ça fait du bien à l'immobilier. 9h30 sur BFM TV, le live continue avec cette question. Quelles seront les mesures qui seront annoncées à l'issue du conseil sanitaire qui est prévu tout à l'heure à 16h? Et parmi les pistes étudiées par le gouvernement, l'instauration d'un super pass, un pass vaccinal doublé d'un test PCR négatif, un pass sanitaire en entreprise, la durée d'isolement qui pourrait être revue à la baisse. Mais la rentrée scolaire, elle, ne devrait pas être reportée. Mais surtout, Sébastien, pourra-t-on fêter le passage à 2022? Y aura-t-il un couvre-feu le soir du 31? Les Français s'interrogent. Adrien Portron avec Camille Dalicieux, Julie Rosaire et Benoît Ruiz. Alors que de nouvelles mesures devraient être annoncées par le gouvernement aujourd'hui, les Français sont inquiets de voir leur liberté une nouvelle fois menacée. Dans les rues parisiennes, parmi les craintes, l'instauration d'un couvre-feu qui pourrait engendrer la fermeture des bars et restaurants le soir. Si on ne peut pas à nouveau revivre normalement en sortant, en allant au spectacle, café, restaurant, c'est vraiment le plus ennuyeux. On a envie d'en sortir. Ma génération, on aime bien sortir et pendant un an, pas sortir, etc., c'est vachement compliqué, quoi. Autre peur, c'est que le pass sanitaire devienne un pass vaccinal. C'est ce que je redoute le plus aujourd'hui. même son de cloche du côté des Alpes-Maritimes.
L'instauration du pass vaccinal, piste très sérieuse du gouvernement, serait un vrai coup de massue. Ça sera très difficile, mais bon, on fera avec. Hein. C'est comme ça. On a pris l'habitude maintenant, donc on a juste à encaisser ce qui se passe, en fait. On n'a pas trop le choix. Une inquiétude qui pousse les Français à se faire vacciner. C'est ce que constate ce pharmacien. Il y a une augmentation, d'une part, par les gens qui n'étaient pas encore vaccinés, et d'autre part, les gens qui recherchent la 3e dose qui est nécessaire pour le pass vaccinal. L'officine tourne à plein régime, avec une centaine d'injections par semaine. Philippe Corbet du service politique de BFM TV est toujours avec nous. Philippe, on sent que le gouvernement est sur un fil. On a entendu les Français inquiets. Le gouvernement sur un fil entre arrêter les contaminations, mais ne pas arrêter le pays. Oui, comment freiner l'explosion d'Omicron sans pour autant freiner le pays, freiner l'économie, mais freiner aussi le fonctionnement du pays. C'est une situation assez difficile. La France n'est pas le seul pays dans ce cas-là. Le Royaume-Uni tient aussi une réunion importante de son gouvernement aujourd'hui. On a vu que d'autres pays, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, ont pris des mesures plus drastiques. Les comparaisons ne sont pas forcément faciles avec les autres pays parce qu'on n'est pas tous dans la même situation par rapport, par exemple, à la vaccination. On rappelle, comme vous le disiez tout à l'heure, le Royaume-Uni, par exemple, est beaucoup plus avancé que nous sur les questions de rappel. Mais ce qu'on nous dit, c'est que le message du jour, ça va être à nouveau l'incitation à la vaccination. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises aussi pour encourager des Français qui, pour l'instant, n'ont pas été vaccinés à se faire vacciner. Par exemple, ceux qui iraient aujourd'hui faire une première dose. Faut-il faire en sorte qu'ils puissent bénéficier dans quelques semaines d'un pass vaccinal de façon un peu exceptionnelle, anticipée, en leur proposant par exemple de faire un test en plus de leur première dose et bénéficier malgré tout d'un pass vaccinal. Ça, c'est l'un des sujets qui peuvent aussi inciter des Français à se faire vacciner et ça compte. L'autre question sur la vaccination, est-ce qu'il faut baisser le temps avant de faire de rappel? Aujourd'hui, c'est 4 mois, c'est-à-dire qu'on est passé de 6 mois à 5 mois, 4 mois. Aujourd'hui, on pourrait passer à 3 mois, c'est en tout cas ce qu'a suggéré l'autre jour la Haute Autorité de Santé vendredi, c'est-à-dire qu'on passerait à 3 mois de rappel. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous faites votre première dose, deuxième dose dans 1 mois, ça veut dire que dans 4 mois, vous avez 3 doses. C'est-à-dire que des gens qui entreraient aujourd'hui dans la vaccination pourraient être pleinement vaccinés dans 4 mois. Donc tout ça peut aller assez vite. Et puis par ailleurs, il y a 2 questions effectivement que vous évoquiez. La question du 31 décembre, faut-il ou pas mettre en place un couvre-feu? On nous dit qu'a priori, cette hypothèse n'est pas retenu pour l'instant, mais il faut rester prudent parce qu'il y a des réunions qui vont avoir lieu aujourd'hui jusqu'au Conseil de défense sanitaire pour acter cela, mais qu'a priori, cette hypothèse d'un couvre-feu le 31 n'était pas une hypothèse privilégiée. Et puis par ailleurs, le report de la rentrée scolaire, suggéré par un certain nombre de médecins ou aussi par Valérie Pécresse, candidate des Républicains, on nous dit que c'est peu probable et que là aussi, cette hypothèse, a priori, n'est pas retenue parce qu'elle aurait différentes conséquences. Et puis par ailleurs, fermer les écoles pour laisser ouverts les restaurants, ça serait contradictoire avec ce que fait le gouvernement depuis 1 an et demi. Pas de discothèque, en tout cas pas de boîte pour le 31 décembre, ça c'est sûr. C'est déjà le cas. Jean-Louis Teboul, on a quand même tous entendu autour de nous, surtout des jeunes, dire « Ah bon, on pourra, si jamais il y a un couvre-feu, moi je m'en fiche, je vais dormir chez des copains, on va faire la fête tous ensemble, de toute façon sans geste barrière parce qu'on sera dans un appartement ». Est-ce que ça fait sens ou est-ce que c'est quand même mieux de continuer à ce que les boîtes, les discothèques soient fermées? Est-ce que ça freine le virus ou est-ce que ce couvre-feu qui aurait des soirées à la domicile serait encore pire? Il n'y a jamais de bonnes solutions. Hein. Fermer les boîtes de nuit alors qu'un pass sanitaire est exigé versus les soirées qui sont des soirées sans pass sanitaire et un petit peu, voilà... avec une contamination qui risque d'être très importante. C'est vrai que il n'y a aucune solution qui soit bonne. Donc là-dessus, moi je pense qu'en effet, si les jeunes, comme vous dites, se lâchent, ou les moins jeunes, évidemment, c'est ce qui va arriver. On risque d'avoir des clusters, on risque d'avoir plus de contamination. Mais encore faut-il pouvoir appliquer ces mesures. C'est ce que vous dites. Voilà. Et le gouvernement est aussi confronté à la question de l'acceptabilité des mesures. Voilà, on a déjà vécu des couvre-feux, des restrictions, des restaurants fermés. Mais sur les discothèques, c'est là où, par exemple, le débat, ce qu'on a évoqué la semaine dernière, le débat sur le super pass ou le pass plus est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les discothèques sont fermées. Aujourd'hui, c'est-à-dire que malgré le pass sanitaire qui existe déjà, les discothèques sont fermées. Est-ce que si on disait, par exemple, aux professionnels de la nuit, aux patrons de discothèques, elles pourront rouvrir la discothèque dans 1 mois si, en plus du pass sanitaire, on demande qu'il y ait un pass sanitaire, enfin un pass vaccinal, plus
un test. Eh bien, peut-être, on verra. C'est un des sujets. C'est aussi pour ce genre de cas-là que cette hypothèse d'un pass plus, c'est-à-dire un pass sanitaire doublé d'un test, peut être intéressant pour que certains types de lieux restent ouverts ou puissent ouvrir. À ce stade, on dit que ça ne serait pas pour les bars et les restaurants, pas les lieux de la vie quotidienne. Mais si c'est ce que nous disait Benoît Serre tout à l'heure, le patron de théâtre, qu'il était prêt à toutes les mesures pour rester ouvert. Donc ça peut être. C'est aussi sur ce point-là, c'est pas forcément tranché jusqu'à là, mais sur quel lieu pourrait ou pas être appliqué ce pass plus tel qu'il est déjà mis en place par exemple en Allemagne. William Tell, la question de l'acceptabilité, elle est centrale dans ce qui va être discuté cet après-midi. Il y a la question de l'acceptabilité et surtout l'effet psychologique en fait du discours que va tenir Emmanuel Macron et les mesures qui vont être prises pour le 31 décembre vont donner une tonalité sur quelles sont les prochaines mesures qui vont être prises pour les prochaines semaines, prochains mois. Et donc en fait pour Emmanuel Macron la situation est difficile parce que si par cas il met en place un couvre-feu, il va donner une tonalité pour la population en disant nous prenons des mesures de restriction de liberté le 31 décembre au soir et vraisemblablement vous en aurez d'autres qui vont suivre après. Et c'est pour ça qu'en fait la situation est difficile pour lui et il peut prendre des mesures restrictives différentes des unes des autres. Mais une tendance se dessine en termes de doctrine. Je pense qu'Emmanuel Macron essaie de respecter sa promesse originelle du 12 juillet qui est si vous vous faites vacciner, vous aurez un retour à la vie qui est presque normal. Et on se dirige de plus en plus avec l'introduction du pass vaccinal vers avec le pass sanitaire, vous pouvez avoir des brassages de population entre non-vaccinés et vaccinés. Quand on regarde les différentes courbes d'admission dans les hôpitaux, ce sont les non-vaccinés qui vont principalement en réanimation. Donc si par cas, est-ce que c'est peut-être éventuellement possible de laisser circuler le virus auprès des personnes vaccinées avec la mise en place du pass vaccinal? Et dans ce cas-là, on se dirigerait en cas de mesure de restriction de liberté, non pas sur les vaccinés, mais plutôt sur les non-vaccinés avec des mesures spécifiques. On parlait tout à l'heure du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a pris au début de l'été dernier, alors qu'il était confronté à une vague Delta encore plus forte que chez nous, une décision différente, enfin une décision un peu différente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis en place de pass sanitaire, mais ils ont fait, pour simplifier, circuler le virus. C'est-à-dire qu'ils ont eu davantage de cas ces derniers mois, mais ils ont réussi à maîtriser l'effet sur les hôpitaux. Aujourd'hui, la question se pose à nouveau parce qu'il y a une vague Omicron extrêmement forte, mais ils ont, pendant tout ce temps-là, aussi accéléré la vaccination, et donc ils sont en avance sur nous, comme vous le disiez tout à l'heure, sur la dose de rappel. Et donc c'est aussi pour ça que, à la fois l'exemple britannique, il faut s'en méfier parce qu'il n'est pas exactement transposable en France, mais en même temps, il montre aussi que faire circuler le virus, tant qu'on arrive à maîtriser, à inciter à la vaccination et à maîtriser l'effet sur les hôpitaux, ça peut être une politique qui permet d'empêcher l'engorgement du pays. On voit les Pays-Bas, par exemple la Belgique et le Danemark qui prennent des mesures drastiques. Pour l'instant, le Royaume-Uni tient sans cela. Et justement, et notamment par exemple en Allemagne, l'élection est passée. Ça ne vous a pas échappé évidemment qu'il y a une campagne présidentielle, qu'il y a une élection présidentielle en avril. Emmanuel Macron pourrait éventuellement y participer. Évidemment, est-ce que ça joue sur le fait qu'on serre moins la vis que nos voisins européens en ce moment? Disons que, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, s'il y avait ne serait-ce qu'un couvre-feu, ne serait-ce que le 31 décembre, il y aurait une dimension psychologique et donc politique autour de cette question du couvre-feu. Pour l'instant, les couvre-feux le mot même de couvre-feu n'est plus un mot de la vie quotidienne des Français depuis plusieurs mois. S'il redevenait, ne serait-ce que pour un soir, une carte qu'utilise le gouvernement, cette question-là, disons, nous ferait replonger d'une certaine manière dans ce qu'on a connu pendant plusieurs mois, c'est-à-dire cet alternance de couvre-feu avec des heures diverses, des territoires divers, etc. Donc je pense que s'ils peuvent écarter cette hypothèse du couvre-feu, ils le feront parce qu'il y a aussi une dimension effectivement psychologique et politique. Quelles mesures pour le réveillon? Effectivement, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Le Conseil de défense sanitaire se tiendra à 16h. Il sera à suivre cet après-midi. Cet après-midi sur BFM TV. Et on parlait de l'acceptabilité, notamment chez les jeunes, d'éventuelles mesures pour le Nouvel An. C'est vrai qu'il y a un chiffre qui est particulièrement inquiétant. Regardez-le chez les jeunes, le taux d'incidence particulièrement élevé chez les moins de 30 ans. C'est 1 millier de cas pour 100 000 habitants. Ça veut dire 1%. Un jeune de moins de 30 ans sur 100 aujourd'hui est positif au Covid. On va écouter cette étudiante, Éléonore David. Elle est à l'isolement parce que justement positive. Et elle est loin d'être la seule. J'ai attrapé le Covid dans mon école. Et je sais que là, pour l'instant, il y en a pas mal qui commencent à être diagnostiqués positifs. Donc au Covid et à Omicron aussi. On était tous vaccinés. En fait, vaccinés, on ne pense pas qu'on peut l'attraper. On est jeune. On se dit que tout le monde nous dit que les jeunes l'attrapent moins facilement, ou alors ils sont asymptomatiques, donc on ne se rend pas compte qu'on l'a. Et on se dit, oui, voilà, on est vacciné, donc on se dit, on va pas l'attraper, mais en fait, on l'attrape.
On va tout de suite retrouver par Skype Louis Boyard. Vous êtes étudiant en droit et porte-parole du mouvement des solidarités étudiantes. Bonjour Louis. Est-ce qu'il y a une impression chez les jeunes que les gestes barrières se relâchent et qu'on a donc des taux d'incidence très importants ? J'aimerais bien savoir quelle partie de la population n'a pas été épargnée par un relâchement des gestes barrières. Ça fait 2 ans que cette pandémie a commencé. Le pass sanitaire et le vaccin a donné un peu le sentiment que, à partir du moment où on était vacciné, on pouvait se relâcher. Et donc oui, là, ça se fait particulièrement sentir, notamment chez les jeunes, avec ce chiffre qui est très très fort. En tout cas, le sentiment moi, que j'entends le plus chez les jeunes par rapport à cette explosion nouvelle de l'épidémie, c'est une inquiétude par rapport au futur. Déjà parce que les jeunes sont inquiets d'être malades, comme tout le monde. Les Covid longs, ça existe aussi chez les jeunes, mais aussi parce que les couvre-feux, les confinements, les changements dans sa manière de travailler, dans sa manière d'étudier, tout ça, ça a des conséquences psychologiques qui sont très très lourdes pour les jeunes. C'est une génération sacrifiée ? Je pense. C'est un peu le sentiment chez les jeunes ? Je pense, oui, sur beaucoup de choix politiques qui ont été faits, mais là, je rentre dans la politique et c'est mon avis. Donc, certains pourraient ne pas le partager. Par contre, quelque chose qui est objectif, c'est le sentiment aujourd'hui d'être abandonné de la part de la jeunesse. Il y a un chiffre qui est impressionnant, c'est celui de la Fondation de France. 21% des jeunes se disent se sentir seuls ou isolés. 21%, c'est 1 jeune sur 5. Ça veut dire qu'il y a 1 jeune sur 5 aujourd'hui qui se sent dans la solitude. Moi, je pense que si jamais on veut sortir un petit peu de ce sentiment de génération sacrifiée, il faut commencer par faire un état des lieux de comment se sent la jeunesse. J'appelle vraiment le gouvernement à effectuer une enquête sur l'état de la santé mentale des jeunes, ce qui n'a pas encore été fait. À partir du moment où on a des chiffres sur quelle partie de la jeunesse a quel problème de santé mentale, on sera capable de mener des politiques publiques et on sera capable de ne plus avoir à pointer la génération sacrifiée. J'appelle aussi le gouvernement à réaliser une enquête contre la précarité des jeunes. Aujourd'hui, il y a eu une explosion de la pauvreté dans la jeunesse. Toute la population a été scandalisée par cela et on n'a pas une seule étude officielle qui nous permet de dire à quel point la jeunesse est pauvre. Comment voulez-vous mener une politique publique derrière ? C'est tout ça qui fait la génération sacrifiée. Et c'est aussi le fait. Beaucoup d'aspects qui jouent. Je voulais juste demander à Jean-Louis Thévoul, vous avez parce qu'on dit beaucoup de jeunes contaminés, mais y a-t-il des jeunes hospitalisés ? En fait, est-ce que c'est si grave que le virus circule chez les moins de 30 ans ? Alors, en tout cas, je vais répondre à votre question. On a en effet peu de jeunes, moins de 30 ans, hospitalisés en réanimation, ça c'est certain. Sauf ceux qui ont des comorbidités. On en a quand même. On avait une femme de 25 ans très récemment sans comorbidité en réanimation. Elle s'en est sortie, bien évidemment. Donc on en a peu. Si vous voulez, ce qu'on craint quand même, c'est qu'ils transmettent le virus aux plus âgés ou aux aînés. Et c'est un petit peu ça pour lequel il faut quand même limiter cette contamination par la vaccination. Encore une fois, moi je ne suis pas pour les mesures extrêmement restrictives et très très contraignantes. Mais par contre, si tout le monde se vaccine et la dose de rappel, y compris chez les jeunes, je crois vraiment que c'est la solution absolument. Peut-être faudra-t-il encore faire des doses de rappel un peu plus tard. Eh bien, on les fera. Mais en tout cas, plutôt que des mesures contraignantes, il faut vraiment, c'est le message de ce matin pour moi en tout cas, accélérer cette vaccination et en particulier la dose de rappel. Oui, justement, parce qu'on peut aussi rappeler que le taux d'incidence chez les plus jeunes, il est aussi très élevé, moins que chez les 20-29 ans, mais il est de 516 chez les 0-9 ans. C'est très important. Ça les impacte aussi. Ils voient, par exemple, le port du masque dans la rue et, par exemple, à titre personnel, à Noël, c'est ce qui a occupé les enfants, c'est savoir si le virus revenait. Stéphane Clerget, vous êtes avec nous. Bonjour, vous êtes pédopsychiatre, auteur de l'intelligence spirituelle de votre enfant, l'a révélée et l'a développée. Comment on leur parle du virus à ces enfants ? Parce que c'est pas tangible, un virus. Il est partout, dans les discussions des adultes autour d'eux. Comment on leur parle de ça ? Ils ont commencé à comprendre ce qu'était un virus, parce qu'on en a parlé à l'école, et finalement, ils vont être béton en microbiologie, les enfants de cette génération. C'est surtout comment les rassurer. Parce que c'est évidemment source d'inquiétude. D'inquiétude, pourquoi ? Je parle des jeunes enfants, parce que les parents sont angoissés autour d'eux. C'est une angoisse contagieuse. Les enfants sont d'abord angoissés par les parents et par le climat. Alors bien sûr, il y a des enfants qui sont de nature angoissés, qui auraient été angoissés par autre chose, là qui le sont par le Covid. J'ai vu par exemple une petite fille qui refusait de retirer son masque, même à la maison, elle voulait pratiquement le garder pour dormir. Derrière ça, il y avait une angoisse de mort qu'on a pu soigner. Elle a pu retirer son masque quand elle était chez elle. Mais ça, c'est une proportion d'enfants qui sont de nature anxieuse. Les autres sont angoissés parce que les adultes le sont.
Ce qu'on observe aussi, c'est pas uniquement l'angoisse. En ce moment, ce qui est plus préoccupant, c'est un sentiment de culpabilité qui s'est bien révélé à l'occasion de Noël parce qu'ils ont compris que il y avait des personnes âgées qui voulaient pas partager Noël avec les enfants ou avec les adultes, et donc du coup ils se sont sentis un peu coupables. Et c'est vrai qu'il y a un discours peut-être un peu irresponsable dans les médias, et les enfants entendent la télé, qui désignerait comme nouveau bouc émissaire les enfants, qui seraient porteurs, tout serait de leur faute. Et là, les enfants l'intègrent. Et du coup, ils commencent à se sentir coupables et avoir peur d'eux-mêmes. Ça, c'est autre chose que l'angoisse et c'est autrement préoccupant. Enfin, troisièmement, ce qui préoccupe un peu les enfants, c'est une espèce d'instabilité. C'est-à-dire que les mesures changent tout le temps. Et ils ne savent pas, notamment, si demain, l'école va reprendre, si on va pouvoir aller à la cour de récréation, si on va pouvoir jouer au foot, est-ce qu'il faudra mettre le... Alors que les enfants, ils ont besoin d'une certaine régularité. Là, ils ont l'impression que ça change tout le temps. Et ils sont, du coup, instables. Ça veut dire que des repousser la rentrée scolaire, comme le demandent certains soignants, ça aurait aussi un impact psychologique sur ces enfants? Ce qui a un impact, c'est de ne pas savoir. Oui, non, ils ne peuvent pas se préparer. Donc ça c'est perturbant. Après, on sait très bien que oui, la déscolarisation, c'est pas très bon pour certains enfants, surtout ceux qui sont le plus en difficulté et surtout ceux qui sont de milieux populaires. Si les parents peuvent rester à la maison et transmettre le savoir, ça va. Mais on a vu combien la déscolarisation était préoccupante pour les enfants dont les parents ne pouvaient pas jouer les enseignants et surtout qui étaient dans des conditions matérielles défavorables. Je précise que pour l'instant, Philippe Corbet nous a dit tout à l'heure que cette piste de repousser la rentrée n'était pas sur la table, en tout cas à ce stade aujourd'hui, pour l'instant. Merci Stéphane Clerget, merci à vous. En tout cas, effectivement, on l'a évoqué, les dîners familiaux, les dîners de Noël ont été nombreux. Et aujourd'hui, conséquence, eh bien, vous êtes nombreux à aller vous faire tester. Beaucoup de pharmacies sont fermées ou de laboratoires sont fermés pour les vacances. Et donc, eh bien, ça tourne au ralenti, faute de personnel. Oui, du coup, les files d'attente peuvent parfois s'étirer devant les officines des laboratoires. On va retrouver devant une pharmacie Nargis Hadji. Nargis qui vient de se faire tester. Vous venez de vous faire tester vous aussi ce matin? Non, je ne me suis pas fait tester. En revanche, j'ai croisé pas mal de personnes qui se sont fait tester. Et aujourd'hui, les profils sont différents. Nous avons rencontré par exemple Léa et Mathis. Ils viennent se faire tester avant de partir en vacances. Et nous avons aussi rencontré Clément. Alors Clément nous a avoué ne pas avoir fait spécialement attention aux gestes barrières la semaine dernière, pendant Noël, pendant le réveillon de Noël. Et donc il est venu se faire tester tôt ce matin avant de reprendre le boulot. Bonne nouvelle pour Clément, il est négatif. On va vous montrer ici comment cela se passe dans cette pharmacie. Alors elle est ouverte depuis une petite heure. Il y a un petit peu de monde, mais tout à l'heure il y avait un petit peu plus de monde, mais la pharmacienne avec qui nous avons discuté nous a dit que pour le moment c'était un petit peu calme, mais elle s'attend à recevoir beaucoup de monde comme les jours précédents, nous a-t-elle dit. Alors nous sommes allés dans 4 autres pharmacies à Brest, c'est la même chose, les personnes sont venues assez tôt pour se faire dépister. D'ailleurs un pharmacien nous a dit être épuisé, il ne vend presque plus du tout de médicaments, pour lui c'est principalement du dépistage. Merci à vous, Nargis Hadji, donc devant ce centre de test. Voilà, vous irez vous faire tester si vous voulez, si vous avez besoin en tout cas. Merci à vous. Alors on voit que Nargis a un bonnet, pourtant il fait très doux sur une partie de la France. Par exemple, à Marseille, il ne fait pas très beau, il pleut, on l'a vu tout à l'heure, mais il fait très doux. 13 degrés cet après-midi annoncé à Marseille, c'est au-dessus des normales de saison, du redoux et de la pluie. Regardez ces images, effectivement, on n'a pas l'impression comme ça, mais il fait très beau et ce sera jusqu'à 13 degrés cet après-midi, donc au-dessus des normales de saison. Pour parler de ces températures presque printanières à venir, avec nous par visioconférence, Patrick Marlière, le directeur d'Agathe Météo. Patrick, bonjour. À quoi il faut s'attendre pour ces prochains jours et donc pour le réveillon? Est-ce qu'on devra, si on reste chez nous, mettre une doudoune? Ah non, les doudounes, vous pouvez les ranger, en tout cas jusqu'au réveillon. C'est effectivement la douceur qui s'installe dès aujourd'hui et qui va s'intensifier même au cours des 2 prochains jours. Alors, tout ça est accompagné d'un temps assez perturbé. On le voit avec de forts coups de vent, des orages ce matin dans le Pays Basque, et puis ces fortes pluies qui sont attendues et qui vont traverser quasiment tout le pays au cours de ces prochaines 48 heures. Il y aura 2 ou 3 passages pluvieux très intenses. Il faudra se méfier en revanche de ces précipitations, notamment en montagne, sur les Alpes, où là la situation pourrait être assez compliquée, notamment à partir de mercredi. Donc oui, une douceur qui va durer au moins jusqu'à début janvier. Ensuite, ça risque de changer de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Comment on explique cette grande douceur qui arrive comme ça en période vraiment de la dernière semaine de l'année?
Oui, c'est des situations que l'on retrouve de façon assez régulière, peut-être pas de façon aussi intense, puisqu'on va battre des records, en tout cas sur la moitié nord, certainement au cours de ces 2 prochains jours. Un peu moins dans la moitié sud, dans le sud-ouest, les records de la fin d'année, vous voyez, sont au-dessus de 25 degrés. Là, on attend 22 degrés sur le sud-ouest, donc on sera encore éloigné de ces records. Mais on doit cette situation, effectivement, souvent à 2 éléments, de l'air chaud subtropical qui remonte sur l'Europe de l'Ouest, et puis aussi parfois associé à des tempêtes qui amènent cet air atlantique très doux. Et les deux sont un peu combinés en cette fin d'année sur nos régions, ce qui explique cette extrême douceur qui va s'installer au moins donc jusqu'au prochain week-end. Et à ce jeu-là, qui sont les plus chanceux? J'ai l'impression que c'est le sud-ouest. Alors, le sud-ouest, oui, où les températures vont largement dépasser les 20-22 degrés. Je vous le disais, on ne va pas atteindre des records sur ces régions. En revanche, sur la moitié nord, les records qui datent pour les plus anciens de 2007, 2014, 2017, et donc c'est pas si ancien que ça. On oublie un peu, on n'a pas trop la mémoire climatique, mais oui, ces événements se sont déjà produits au cours de ces 10 dernières années. Donc là, oui, la moitié nord, on va certainement battre des records. Ce sera peut-être le cas à Paris et à Lille. Voilà, bon, de la douceur, mais sous la pluie, a priori, en tout cas sur la moitié nord. On va voir tout cela justement en détail. Merci à vous, Patrick Marlière. Tout de suite, justement, la météo en détail. Retrouvez la météo avec les portes blindées Torchman Metal. Regardez la météo avec IAD. Vous ne changerez pas la température, mais vous pouvez changer de vie en devenant conseiller immobilier. IAD, ça fait du bien à l'immobilier. La fin de la semaine, la fin de l'année seront plus ensoleillées, oui, mais ce début de semaine est bien arrosé avec cette perturbation assez active qui traverse d'ouest en est. Elle donne des pluies parfois soutenues, parfois même orageuses le long des Pyrénées. Les cumuls pourront être importants à l'ouest du Massif central et peu à peu, ces pluies vont se décaler dans le courant de la journée au nord de la Seine, le long des reliefs de l'Est. La limite pluie-neige va remonter aux alentours des 1600 mètres dans les Alpes, 2000 mètres pour les Pyrénées. Sur une bonne moitié ouest, on va retrouver un ciel de traîne cet après-midi, mélange de nuages, d'averses, d'éclaircies, éclaircies plus généreuses sur les bords de Seine et du Languedoc au Roussillon. Près des côtes à l'ouest, on attend un bon coup de vent tout de même en soirée jusqu'à 80 voire 100 km/h près de l'Atlantique, notamment de la Gironde jusqu'à la Vendée. Les températures vont rester assez élevées cet après-midi, de 6 à 11 degrés à l'est, au nord, 13 degrés à Paris, même température à La Rochelle ou à Limoges. Vous aurez 16 à Toulouse et jusqu'à 17 notamment à Perpignan. C'était la météo